Bonjour à tous. Nous allons commencer le Collab 2019. Alors, moi, je suis à Hector et entouré de beaucoup de personnes nouvelles. Alors, c'est merveilleux. Et je vous souhaite la bienvenue au Collab 2019. Alors, on va commencer par les présentations. Alors, je vais inviter Louise. Vous êtes prête, Louise, pour vous présenter? Oui, oui. Alors, bonjour, c'est une première pour moi ici, au Collab. Alors, je suis beaucoup au groupe de réflexion, particulièrement les liens avec les communications. Je suis consultante en communication à l'heure actuelle. Merci, Louise. Virginie, bonjour Virginie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je suis Virginie Guignard, je suis en Suisse, entre Lausanne et Genève, et je participe au Collab du Savoir et aux réunions du mois de juin depuis pas mal d'années maintenant, et je me réjouis de cette édition qui va être chouette. Je m'intéresse beaucoup à tous les savoirs technologiques, sociaux, et à participer à ces séances, c'est toujours super. Voilà. Merci Virginie. Aussi à Lausanne, Pascal Côté. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Extra. Bon alors moi, voilà, je suis sur Lausanne et puis je participe aussi depuis pas mal de temps au Collab du Savoir, donc c'est un plaisir de vous retrouver de temps en temps. Et puis mes activités principales consistent à s'interroger sur comment faire de notre stupidité collective actuelle de l'intelligence collective. Donc du coup, effectivement, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, puisque j'ai pu remarquer qu'à 8 milliards d'individus sur la planète, on est tous collectivement assez stupides. À partir de 2 ou 3, on est plus intelligent. Donc j'essaye de faire en sorte que la limite des 12 s'éloigne. Il y a du boulot. Merci Pascal. Je vais inviter Charles Mullière à se présenter. Bonjour Charles. Bonjour. Moi, je suis formateur. Oui, votre nom et votre ville, s'il vous plaît. Oui. Donc, mon nom est Charles Maillet de Montréal. Donc, je suis formateur en entreprise depuis les 20 dernières années. Et puis, je m'intéresse surtout à l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut venir, aider comme support dans l'enseignement d'une certaine manière, mais aussi j'aime les discussions d'ordre général sur l'intelligence artificielle. Voilà. Merci Charles. Je vais inviter Denis Dubois. Bonjour Denis. Denis, il faut activer votre micro. Oui, bonjour. Donc moi c'est Denis Delbois, tout nouveau donc dans le collab. Je suis sur Magog en fait au Québec. Donc c'est vraiment la première fois que je participe avec vous et puis je suis un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait dans ce regroupement. Merci Denis. Je vais inviter Roberto. Bonjour Roberto. Il faut activer votre micro là. Bonjour, donc Roberto Fiorentino, je suis à Paris, à côté de Paris, et je m'occupe de transmission de savoir-faire et aider les personnes à identifier leur savoir pour pouvoir le transmettre. Donc là, malheureusement, j'attends un appel, donc je vais disparaître soudainement un moment. Et peut-être je pourrai vous rejoindre après. Mais je vous dis déjà au revoir si je ne peux pas revenir. À bientôt. Merci Roberto. À Paris, enfin proche en France, Stéphane Krebs. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane Krebs. Je suis basé à Aix-en-Provence, donc en France. Je fais partie Café de connaissances depuis quelques années déjà, et puis le collab, voilà, donc participer au collab, c'est un vrai plaisir. Je suis consultant donc en organisation, notamment dans le développement du leadership et l'agilité comportementale, enfin consultant et coach.
Voilà. Et j'accompagne également les organismes de formation dans l'agilité organisationnelle et toujours dans l'agilité comportementale. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Stéphane. À Gaspé, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Jean-Claude Plourde. Je suis conseiller en gestion et développement des organisations, mais j'ai une préoccupation particulière en gestion des connaissances et processus d'innovation. Ce qui m'interpelle un petit peu, on va dire, c'est toute la capacité qu'on a comme groupe à créer de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que j'ai une intervention depuis quelques années au niveau du Café Lab des connaissances puis Collab du savoir. Je fais ça à distance, même s'il y en a qui sont distants et qui réussissent à se déplacer à Montréal. Puis là, je parle de Pascal. J'ai toujours tenu mes activités à distance, mais je trouve que la distance n'a pas d'importance. Merci Jean-Claude. Alors, à côté de moi, Pascal. Bonjour, Pascal Bernardon. Donc, moi, je suis dans le CAEM depuis pas mal d'années et j'accompagne Joël depuis pas mal d'années dans la co-organisation du collab. Et content d'être parmi vous aujourd'hui et de voir qu'il y a plein de monde, plein de nouveaux et qu'on va s'éclater sur les deux sujets qu'on a à défendre. Et puis, je fais une petite surprise à Joël et Loïc. Je vais les voir à Montréal. Comme ça, ils viendront me voir à Paris la semaine prochaine. Donc, Joël, c'est sûr. Ben, c'est ça. Merci Pascal. Alors, en face de moi, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc, je suis Maxime Miras, je suis étudiant en commerce international et je suis à Montréal pour 2 mois pour faire un stage. Voilà, donc c'est une première pour moi ce genre de réunion. Donc je suis secrétaire et voilà. Ton son, mais le plus proche de la bouche. C'est le micro. Le micro, oui. D'accord. Merci. Un peu plus loin ici, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour, mon nom c'est Daniel. J'ai complété un bootcamp de développeur web à Decode Montréal. Et c'était 2 mois intensifs de projets dans JavaScript. Et, maintenant, toutes les rues sont ouvertes pour moi. Merci Daniel, bienvenue. Donc, je vais partager mon écran, mais avant, on va introduire en face de moi Loïc. Oui, Loïc, bonjour à tous. Bienvenue Pascal, c'est un plaisir de te voir. Donc, moi je vous conseille en innovation et j'accompagne les entreprises dans leur cadre de leur projet, que ce soit de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Merci Loïc. Donc, on va partager cet écran. Voilà. Alors, vous voyez la fenêtre qui est là. Et maintenant, je vais vous inviter à me rejoindre sur la première fenêtre, n'est-ce pas, qui s'appelle l'espace de co-construction 02A. Donc, je clique là-dessus, Open, et là, on voit le thème, comment développer la créativité et l'empathie pour innover. Alors, je passe la parole à Loïc qui va guider notre exercice de mindfulness et va travailler aussi avec Stéphane. Oui, donc bonjour à tous. Ce que je vous propose dans un premier temps, avant de commencer à mettre chacun vos idées, c'est de faire un petit exercice de transition auquel tout le monde va fermer les yeux pendant une minute, respirer, et après on pourra commencer tranquillement le travail. Donc, 1 minute. Ok, merci beaucoup. Donc, on va travailler sur le thème comment développer la créativité et l'empathie pour innover.
Donc, je vais vous laisser mettre en place vos idées, vos vues, vos concepts. Et puis, pendant 5 à 6 minutes, puis après, on pourra commencer tranquillement la conversation entre vous. Ok, je pense que ça commence à se stabiliser au niveau des bulles. Donc, on avait un fabuleux diagramme qui représente un peu un chaos. Maintenant qu'on est complètement déstructuré, ben, on va restructurer tout ça par nos réflexions. Et donc, j'invite les personnes qui souhaitent poser une question de mettre leur nom dans le chat. Comme ça me permettra d'animer tout simplement le débat. Et donc, qui souhaite commencer avant tout? Jean-Claude, donne la parole. Allô, Jean-Claude? Jean-Claude est là. Et, oui. Pascal, dans les bulles. Dans les bulles que j'ai placées, ma préoccupation première était, en tout cas, ma première réflexion était, il faut essayer de s'installer dans la peau du client au lieu de vouloir donner quelque chose au client. Et c'est un peu ça notre principale difficulté au niveau de la créativité. On va dire que la plupart du temps, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de développer quelque chose qu'on veut proposer au client. Puis on va dire, ça arrive souvent, on va dire que notre proposition n'est pas adaptée à ce que le client espère ou demande. Et je pense entre autres à une préoccupation, ou en tout cas une citation de Henry Ford qui disait si j'avais écouté les gens dans ma préoccupation, j'aurais fait des chevals plus vite. Et c'est pas ça que j'ai construit. J'ai construit une voiture qui a changé le monde. Et c'est un peu cette préoccupation-là. Il ne faut pas nécessairement aller aux attentes, mais il faut trouver le moyen de chercher un peu son besoin, sa préoccupation. Et c'est un peu ce qui m'a amené à placer des bulles en termes d'observation, en termes de questionnement, en termes de voir un peu, se mettre à la place d'eux, être dans la tête d'eux. C'est un petit peu ça que ma première préoccupation. Ok, je te remercie, Jean-Claude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir? Oui, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord, parfait. Alors, moi, je dirais, oui, se mettre dans la tête d'eux, mais aussi se mettre dans le cœur d'eux, et aussi se mettre dans le ventre d'eux. Parce que je pense que si on veut développer de l'empathie, c'est pas juste au niveau de la tête, c'est aussi au niveau de l'être humain au complet. C'est ça qui va le motiver, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va se reconnaître, etc., etc. C'est pour ça que j'ai mis des aspects d'humanisation, partage d'expérience. Moi, je suis d'accord, parce que globalement, c'est vrai que s'il n'y a pas un objectif commun, la communauté, elle n'adhérera pas. Alors, c'est vrai que l'innovation de rupture qu'on a vu, les innovations de rupture qu'on a vues ces derniers temps, ont prouvé qu'on pouvait inciter les gens à arriver sur un nouveau service ou consommer un service d'une manière différente. Et c'est là que je rejoins ce que dit Jean-Claude. En fait, Ford a inventé des voitures plutôt qu'à améliorer le cheval.
la téléphonie a inventé le téléphone sans fil à un moment besoin où personne n'en avait besoin. Donc on a créé le besoin aussi. Parfois, créer le besoin, c'est aussi une autre manière de créer cette empathie autour d'un service ou quelque chose. Mais en fait, il faut que ça rende un service et facile. Et c'est là où, par rapport aux autres bulles que j'ai vues sur le tableau, là, le design thinking peut aider parce que se mettre à la place du client, je suis d'accord avec toi, Jean-Claude, il faut que on ne peut pas toujours se mettre à la place du client. On le voit à l'usage. Entre la version 1 et la version 10 d'un service, il y a eu justement le client qui a dit moi, ça ne m'intéresse pas dans cette façon-là. En fait. C'est là où on peut créer cette empathie, mais c'est jamais simple à faire. Quelqu'un souhaite réagir à ce qu'a dit Pascal? Oui, Virginie. En fait, l'empathie, pour moi, parler d'empathie tout de suite, mais il faut déjà savoir, se rendre compte que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc moi, j'ai posé plutôt mes bulles en posant en fait les définitions et en mettant le même et en posant le problème comme quoi les gens n'ont pas la même définition de l'empathie, n'ont pas la même et même quelquefois le même ressenti, le même simplement parce que l'empathie c'est pas quelque chose qui a été mis en avant depuis les dernières dizaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on redécouvre maintenant. Et quand on pose la question à un groupe de leur définition de l'empathie, on peut être très surpris. Et quand on va leur faire voir exactement quelle est la vraie définition de l'empathie, ils sont très surpris. Donc déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est poser les définitions, les valeurs et poser, les cadres de collaboration. Puis après, seulement, on peut aller en avant dans la créativité puis dans l'empathie. En fait. Merci Virginie. Une réaction face à la que Virginie a abordée? Ben, je trouve ça très intéressant comme commentaire parce que dans le fond, c'est toute la notion du sens. Pourquoi on va innover? À partir de ce moment-là, ben, ça donne un cadre de référence commun au niveau des valeurs. Et là, après, ben, effectivement, on peut aller dans une démarche d'empathie, de créativité et s'approprier l'innovation, les faire vivre. Merci. Pascal, ça soit côté. Une chose, c'est que souvent Pascal, les gens... as-tu une réaction ou aimerais-tu parler de tes bulles? C'est moi ou j'ai pas bien compris, je suis pas sûr. Oui, c'est toi. Ok. Merci bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur la partie empathie, sur la partie compréhension des besoins, sur aussi la difficulté en fait, dans l'innovation, c'est surtout dans le monde numérique auquel j'appartiens, où on va créer du besoin, voire même on va s'intéresser aux besoins non exprimés. Et c'est extrêmement difficile à aller creuser. En fait, je pense que la notion de vision, de transformation et de changement par rapport à ça, c'est lié à une vision et à notre perception de ce qu'on appelle le progrès. Car pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une transformation, d'innover, de faire quelque chose qui fait que avant c'était moins bien, demain ça sera mieux? C'est quoi le progrès? Et c'est cette définition d'objectif, cette définition de vision commune qui est la clé fondamentale de cette transformation. Si j'ai pas construit une vision commune avec des valeurs communes, avec des compréhensions et des codes de compréhension du monde communes, je peux pas en fait du coup me rassembler avec les co-créateurs pour définir qu'est-ce que je veux faire de demain et comment est-ce que je veux le transformer pour aller vers quoi. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin d'avoir deux choses. C'est un alignement en termes de valeurs, ok, c'est quoi qui est important pour nous. Un alignement, enfin je dis deux choses, mais ça fait trois, un alignement sur la vision de là où on veut aller, mais il faut déjà un alignement de la vision où on est. Parce que si on est déjà tous en décalage sur l'endroit où on se trouve ou la façon dont on regarde le monde tel qu'il est maintenant, on ne peut pas avoir les mêmes urgences et les mêmes besoins. Moi, je dirais qu'il y a peut-être un volet c'est ça qu'on prend pour acquis que l'innovation, c'est quelque chose justement la dimension de progrès. Mais je pense que l'innovation, quand je pense à la façon dont l'intelligence artificielle est perçue, par exemple, il peut y avoir beaucoup une perception de détresse par rapport à ça,
de peur de s'adapter, d'être mis de côté, etc. À toutes ces dimensions-là de détresse, etc., souvent, on ne l'adresse pas du tout dans la dimension de l'innovation parce qu'on prend pour acquis que c'est un progrès qui est désirable, en fin de compte. Mais je pense que ça va faire de plus en plus partie de la donne si on veut aller chercher de l'adhésion face à l'innovation, de tenir compte des détresses que ça peut procurer. Merci. Stéphane. Virginie, vas-y. Il y a des détresses, mais aussi les blocages, parce que l'innovation, moi j'ai une équipe innovante pendant pas mal d'années, sur 25 personnes, j'en avais 3 qui ne voulaient pas innover. Et ces 3-là, ils ont pourri la vie des autres. Donc c'est clair. Donc je pense qu'il y a aussi ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que tout le monde non plus n'est pas aligné avec l'innovation et ne le souhaite pas. Et ça, c'est aussi un point très important auquel il faut faire attention en fait quand on veut innover. Ben, je crois que le processus de gestion du changement ne doit pas être pris à la légère. C'est mon avis, suite aux différentes réactions que j'ai pu entendre. Je crois que Stéphane, tu travailles dans la formation et le processus de changement rentre complètement dans l'intégration du travail que tu fais avec tes clients. Oui, alors sur le changement, mais il y a un point qui n'a pas été abordé. On a parlé beaucoup de la définition de l'empathie, les valeurs. Ça a été abordé d'une certaine manière en disant que l'humain doit être au centre. J'ai parlé de 2 fermetures. La première, c'est que pour aller vers l'empathie, et là je rejoins ce qui a été dit d'une certaine manière, c'est d'être conscient de ce qui se passe déjà en nous-mêmes. Est-ce qu'on est dans une fermeture, c'est-à-dire centré sur soi, sur nos propres préoccupations, nos propres objectifs, nos propres envies, nos propres besoins, ou est-ce qu'on commence à s'oublier soi-même? Et là, ça suppose déjà d'avoir nourri ses besoins personnels pour se décentrer et s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que la préoccupation n'est plus moi-même, mais l'autre. Et là, je rejoins un peu ce qui a été dit par rapport à la première intervention de Jean-Claude, se mettre dans la tête du client. Et ce processus qui a été très bien démontré, qui est vraiment comment petit à petit, je peux prendre conscience de ce qui se passe en moi, de mes propres ressentis, émotions, comment je peux impacter par rapport aux autres. Et là, petit à petit, on peut mettre les choses en perspective. Et c'est cette notion de méta, de processus méta, de mettre les choses en perspective pour pouvoir rencontrer l'autre et peut-être se mettre dans la tête de son client, quoi. Et peut-être là, l'innover, c'est élargir effectivement le champ, la vision, puisqu'on a parlé de vision également. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Louise, sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a un manque d'information. La peur, c'est le manque d'information. Puis surtout, comme toute innovation de rupture, les acteurs qui sont là-dedans se mettent à fond là-dedans parce qu'il y a du business à faire. Et l'éthique, on s'en fout. Et personne ne parle d'éthique aujourd'hui. Donc, un jour, il faudra en parler parce que sinon on risque de tomber sur des cas qui vont être préjudiciables pour l'humanité. Donc, moi, j'invite par rapport à toi. Je crois que contre l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, à chaque fois, on parle des faits qu'on va remplacer. Je pense par exemple dans le cas d'Amazon, qui met en place des robots dans le cadre des entrepôts pour remplacer les humains qui sont placés bien sûr dans de l'IA. Ou encore Google avec l'expérience des jeux vidéo, encore plus récemment, on voit qu'à chaque fois, on montre l'outil comme plus puissant que l'humain qui va le remplacer. Et donc, ça fait un défi très important. Et notamment, si on utilise le terme intelligence artificielle dans le cadre d'une solution interne de l'organisation et d'introduction de cette technologie en interne, je pense que c'est une erreur.
Et des termes comme management cognitif ou encore intelligence cognitive pourraient être plus intéressants pour le collaborateur et dans le cadre de la co-création de sa participation à l'interne. Comme Virginie le disait tout à l'heure, quand on introduit une innovation, alors on a des personnes qui veulent participer, et puis on a des références qui peuvent être très importantes au sein de l'entreprise et qui peuvent faire complètement les projets. Voilà. Oui, je veux rappeler que tout le monde doit bouger les bulles, sinon vous allez être déconnecté de WebIDEA Pro. Donc, bougez les bulles et bougez surtout les bulles des autres. C'est toujours très drôle. Comment on fait pour faire bouger les bulles? Juste prendre une bulle et puis la bouger, là. La commande AND. Oui, Virginie. Oui, non, je disais à Louis, c'est la commande AND pour bouger les bulles. Ah, d'accord, merci. Merci. Mais je voulais, moi, ajouter quelque chose, parce que dès le départ, on est parti sur le prérequis que tout le monde est empathique. Mais quand je vous ai écouté tout à l'heure, je me suis dit, mais oh là là, mais maintenant, il y a une population qui s'appelle les aspergés, qui sont de plus en plus nombreux, qui, eux, ne sont pas du tout empathiques. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux-là? Parce qu'eux, ils sont super en phase avec les ordinateurs et avec les robots, ceux-là, par contre. Donc, je sais pas, enfin, je vous rajoute juste une petite complication, parce que je me suis dit, ben, les empathiques, là, dès le départ, on est parti sur ce prérequis de co-création empathique. Et les aspergés, ils arrivent à travailler en collectivité, mais pas du tout sur la base de l'empathie. Voilà, juste... Ben, il y a différentes formes d'empathie. C'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ils ont. C'est la leur. C'est la leur. Et donc, faut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie. Il y a des différences et puis des différentes qualités, des différentes façons. Et s'il n'y aurait pas d'empathie, il n'y aurait pas de communication là. Et donc, ils réussissent très bien à communiquer. Là. Donc, oui, j'ai plus de problèmes avec les sociopathes qu'avec les Asperger. Hein. Je collabore avec les Asperger sans problème. Ils ont en général une vision globale et des intérêts planétaires. On voit avec, entre autres, la jeune Suédoise, qui est une Asperger, la jeune Suédoise qui déclenche un mouvement à plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. J'ai oublié Greta Thunberg. Elle est Asperger. Donc, les gens qui sont Asperger ne sont pas des gens qui ne sont pas empathiques. Ils ont une façon de communiquer qui est différente, une difficulté dans la communication directe d'individu à individu, mais ils ont une vision du monde qui est autrement plus réaliste que la plupart des individus normaux. Bah, ils sont systémiques. Ils sont systémiques. Voilà. Par contre, moi, j'ai un souci dans la collaboration, c'est plutôt avec les sociopathes. Les gens, en fait, qui, eux, sont dans une posture, surtout dans les organisations un peu pyramidales et un peu grandes, où finalement, ils montent les échelons très rapidement et ils se retrouvent très rapidement dans les situations de poste de cadre supérieur parce que ils n'ont pas de scrupules ou de problèmes à virer des gens qui ont 35 ans de boîte et ça fait partie de leur capacité d'être. Et puis, quelque part, le monde économique, et finalement, il met en avant plus les gens qui n'ont pas de scrupules qu'autre chose. Donc, c'est plus cela, les problématiques par rapport à l'innovation. Et je dirais que le plus gros frein que je vois dans l'innovation, c'est la problématique relationnelle humaine au niveau de ses égos, en particulier avec certaines classes de sociopathes qui sont plutôt du genre perverse, narcissique et manipulateur. On se retrouve dans des situations de blocage, de peur, où là, les peurs, c'est même plus simplement les peurs par rapport à la technologie, mais les peurs dans la relation, dans son job, dans l'esclavage conditionnel le devoir, le rôle qu'on a, et quelles sont les attentes qu'on a. Et donc, tout le monde fait semblant. Personne n'est dans l'être et maintenant, et personne n'est dans la réalité, et finalement, chacun se construit une illusion. Donc, si on n'arrive pas à construire une illusion commune dans laquelle on est tous d'accord et dire, bon, ok, on veut sortir de là pour passer à un autre état, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que les premiers ateliers qui sont proposés dans des systèmes d'innovation, ça ne commence pas par imaginer l'innovation. On ne commence pas avec un hackathon. On commence avec une vision commune, un rêve de dragon, on commence avec des ateliers pour créer du lien, et on va créer de la compréhension, pas nécessairement apprendre aux gens à être empathiques, mais au moins être aligné sur, OK, qu'est-ce qui bouge les autres? Quels sont les moteurs de changement et de transformation des uns et des autres? Et tant qu'on n'arrive pas à un niveau de conscience collective suffisant, c'est difficile, effectivement, comme tu disais, Virginie, de collaborer et d'avoir une équipe qui puisse innover ou collaborer et après, surtout, porter cette transformation. Parce qu'avoir des idées de changement, tout le monde en a.
mettre en application les changements en question ou mettre en œuvre les changements qu'on a imaginés, bah, là, on voit bien que la planète entière, elle est scotchée sur un problème de climat et visiblement, on est incapable de bouger, de changer quoi que ce soit pour le résoudre, ce problème-là. C'est un très bel exemple. Je vous invite à lire La stratégie du dauphin, qui est un bouquin super. Et un petit résumé. Comment? Un petit résumé. En gros, la stratégie du dauphin, c'est en fait, tu as les requins, tu as les cartes pseudo-éclairées, et tu es dans le monde, dans le monde. Et en fait, si tu veux vraiment t'en sortir, avoir de l'empathie, il faut que tu deviennes un dauphin. Et surtout pas que tu deviennes soit un requin, et à un moment donné, tu es un requin, à un moment donné, tu es une carte, donc tu te laisses bouffer par les autres. À un moment donné, tu es une carte pseudo-éclairée, tu crois que tu vas t'en sortir, mais tu te fais aussi bouffer par les autres. Et donc, le mieux, c'est d'être le dauphin et de surfer sur la vague. Et c'est là où toute l'empathie apparaît. Et j'ai bien aimé ce bouquin, en fait. D'accord. J'ai fait, dans le cadre de ma participation au coopératon à Montréal, donc une grande manifestation où on trouve plein de personnes qui souhaitent innover, apporter, créer un prototype, donc pas forcément un produit à terme. Ça se déroule sur 3 semaines. J'avais identifié un peu cette typologie d'acteurs en interne, mais à partir des loups, des renards. et donc, je comprends tout à fait l'approche. Je pense que c'était important de préciser un peu le terme. J'essaierai d'en trouver une ISBN, mais je vous le donnerai. Commence à se faire un peu tard, là. J'ai Joël qui me tape sur la tête avec un balai, malheureusement. Et donc, en fait, je pense qu'on va terminer cette séance. On va pouvoir la reprendre, on va dire, la semaine prochaine. Le temps de lister, manipuler tout ça. Et compléter par la suite tout le débat des idées qui ont été mises. Et donc, je vais laisser la parole à l'autre groupe qui sont en charge d'animer, on va dire, le deuxième thème sur comment continuer à développer l'intelligence de la nature à la planète. Messieurs, à vous. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur l'espace de co-construction 2 pour la journée, donc qui est actuellement une page vide. Voilà. Donc, Pascal, à toi, tu animes. Pour continuer, en fait, en plus, il y a eu quelques assertions dans l'atelier précédent, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être intelligent et que notre planète et nous, on vive mieux sur notre planète, en fait. Donc, l'intelligence collective, comment on peut innover pour gérer cette gestion du climat, comment on peut innover ou collaborer mieux pour arrêter de polluer les océans avec des milliers de tonnes de plastique ou d'envoyer le plastique en Philippines pour qu'ils se démerdent avec et puis dire que c'est propre chez nous. Donc, je vous invite tout de suite à mettre vos bulles là, pendant 5-10 minutes et puis après on en discute. J'aimerais bien lancer le débat avec la personne qui a mis gouvernance matriarcale ou en cercle. Il y a quelque chose qui se cache derrière qui semble intéressant. C'est moi, c'est Virginie. Je me doutais que c'était une femme, donc j'hésitais entre Louise et toi. Bon. En fait, ça vient parce que je travaille beaucoup avec les pays africains, puisque j'ai monté une ONG en Afrique et qui commence à s'étaler de façon exponentielle sur plein de pays en Afrique. Et j'ai travaillé longtemps avec des alumni africains et pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous? Et en fait, ils ne fonctionnent pas comme nous parce que nous, on fonctionne selon un système patriarcal, eux selon un système matriarcal. Aujourd'hui, la plupart des laboratoires, d'exploratoires,
arrive sur le système de cercle comme étant finalement l'objectif à atteindre pour faire du co-créatif. Et en fait, comment dire, le matriarcat et la logique de cercle, c'est exactement la même chose en fait. C'est le même principe. C'est pour ça que je les ai mis les deux ensemble, parce que, comment dire, ben voilà, c'est pour t'éclairer, ça vient de là. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est deux façons. Alors, le matriarcat, le cercle peut être géré par un homme ou aussi bien qu'un homme qu'une femme, mais le concept de patriarcat a créé le système hiérarchique. Le concept de matriarcat a créé le système, a créé, mais il y a très longtemps, puisque ça existe en Afrique depuis des millénaires, le concept de gestion de communautaire en cercle. Et donc, en fait, on ne fait que redécouvrir cette façon de gérer les choses et de co-créer. Alors, je n'ai pas exploré l'histoire africaine pour savoir où ils en étaient avec la co-création, mais par contre, c'est par rapport à mes observations et par rapport à mes interrogations, parce que pendant pas mal d'années, on se disait, mais comment est-ce que ça se fait qu'on n'arrive pas à manager des équipes africaines avec des chefs de projet occidentaux? Et c'est aussi le problème des ONG, c'est-à-dire que quand l'ONG est là, ça marche, quand l'ONG s'en va, tout s'effondre. Et tout s'effondre en fait parce qu'il y a des systèmes de validation dans l'équipe qui n'ont rien à voir, qui sont complètement antinomiques entre le système patriarcal et le système matriarcal en fait. Donc entre le système hiérarchique et le système en cercle. Donc on ne valide pas par exemple la fonction d'une personne de la même façon. Par exemple dans le système hiérarchique, le chef dit ben, tu vas faire ça. Dans le système matriarcal ou en cercle, enfin en tout cas matriarcal, moi que je regroupe avec celui en cercle, ça marche pas comme ça, c'est le groupe qui doit valider la personne et c'est pas le chef qui valide la personne. Ce qui fait qu'en Afrique, c'est devenu tellement, c'est culturel depuis, comme je dis, des millénaires, ce qui fait que si la personne n'est pas validée par le groupe, eh ben elle se mettra pas en route. Tout simplement. Et c'est pour ça que toutes les actions des ONG, elles s'effondrent quand ils s'en vont, parce qu'ils ne construisent pas selon les mêmes valeurs culturelles et la même façon de fonctionner. Voilà. Et donc là, c'est là-dessus que je suis en train de travailler avec mon ONG. Okay. Voilà. Merci pour ton explication, parce que pour moi, j'avais ressenti aussi tout ce côté maternité qui fait que moi, je considère que la femme est plus écolo, entre guillemets, que l'homme au départ, parce que du fait qu'elle a donné la vie et ainsi de suite. Et biologiquement programmée pour ça. Et dans pas mal de religions, en fait, c'est la mère qui est souvent au centre, plus que l'homme, plus que le père. Hein, donc, Et puis la mère, elle a la valeur de la vie aussi. Et la valeur de ce qui est important pour que la vie, elle se pérennise. Et sauver la planète, en fait, finalement, ben, c'est tout un ensemble autour de la vie. Donc c'est peut-être pour ça que la parité est en train d'arriver, en fait, entre les hommes et les femmes. Ah, je sais pas, je suis pas sûre qu'il y a la parité en Afrique non plus. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, en Afrique, ce qui est drôle, c'est que souvent c'est la femme qui travaille et c'est l'homme qui est dans des organes de gouvernance. Donc c'est nous qui n'avons rien compris en Occident, en fait. Ouais. Je dirais que le principe de socialisation est très important. D'ailleurs, Virginie en a très bien parlé, mais aussi dans les sociétés occidentales, socialiser les enfants dès le départ à la protection de l'environnement permettrait de changer pas mal les choses. L'éducation, oui. Tout à fait. Mais j'ai mis je parlais des miennes, arrêter la consommation et la surconsommation. On a besoin tous d'une bonne cure d'investissement, je pense. Et on se porterait beaucoup mieux, que ce soit sur notre santé, mais aussi sur la planète. En fait, aujourd'hui, on est vraiment des personnes qui consomment. On doit acheter des smartphones, on doit acheter alors que les smartphones de 7 ans fonctionnent encore parfaitement. On doit absolument acheter, consommer, ce qui fait que, on est toujours en capacité on produit toujours plus pour inciter de plus en plus à consommer, et donc forcément on se retrouve avec
tas de choses dans la nature, et vraiment, la mer, maintenant, des îles constituées d'espèces dont je crois, de superficie moins égale au moins un département de la France. Donc, ce qui m'amène à poser la deuxième concept qui est de d'évoluer politiquement. En fait, il faut bien définir ça, et il faut que, par exemple, cet espace qui est égal d'un département en termes de pollution, ça coûte ça, collectif, et donc chaque pays va participer à voilà. C'est sûr que ça interpelle toutes nos valeurs qu'on associe à la dimension de la production, puis aussi du progrès. Et c'est vraiment voir la vie de façon différente. C'est pour ça qu'un des commentaires, j'ai écrit subordonner le respect de la vie dans le progrès économique, dans le fond, à la vie puis à la planète. On n'est pas encore là. On est encore dans un état d'esprit d'exploitation de ressources pour produire. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, on se trouve en contradiction avec ce qu'on associe à la richesse et la protection de la planète. Alors, oui, on va associer la protection de la planète à la création de la richesse parce que ça fait partie de notre vie, ça nous nourrit, ça nourrit notre vie. Là, on va certainement avoir fait un pas pour vraiment prendre sérieusement soin de la planète. Ouais, je rejoins totalement ce que vient de dire Louise. La problématique, c'est notre gouvernance globale. Aujourd'hui, nous fonctionnons sous forme d'un système de sélection naturelle qui consiste à sélectionner de façon binaire les actions dans deux catégories. Ça rapporte du pognon ou ça rapporte pas du pognon. Et du coup, le monde globalement humain et de l'humanité évolue vers ce qui rapporte le plus d'argent. Et la problématique, c'est qu'économiquement, sauver la planète, c'est pas rentable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Jean-Claude? Oui. Ma préoccupation, puis on va dire, j'essaie de le voir autrement, on va dire, c'est on a des porteurs qui, justement, on dirait, ont la pancarte haute, et on a des gens, on va dire, qui s'opposent, là. Et toute la difficulté, on va dire, c'est justement la prise de conscience, les niveaux de conscience ou l'état des connaissances. L'état des connaissances nous permet justement de s'en sortir. Et notre principale difficulté, c'est que cet état des connaissances-là, n'étant pas bien partagé, nous amène à avoir des confrontations ou des oppositions dans la direction où ce qu'on veut aller. Et c'est toute notre principale difficulté, justement, de utiliser la bonne information pour prendre une décision partagée. Fait qu'il y a plein de monde, on va dire, qui ne veulent pas la prendre, cette décision-là, parce que leur état de connaissance est une connaissance économique fermée ou une connaissance environnementale cadrée. Fait que c'est un peu ça notre principale difficulté. Comment est-ce qu'on peut continuer à se développer? Tant qu'on va avoir ces deux oppositions-là, on va avoir des difficultés. Ça fait que ça va prendre justement des activités larges de facilitation ou d'amélioration de connaissances ou de dans ce cadre-là, en place plus des discussions peut être un atout en termes de décision. En fait, les outils, les analyses qui pourront être donnés par ces outils-là permettraient de prendre des décisions de façon plus simple. Ouais, mais c'est un problème de gouvernance, comme disait Pascal. Regarde, l'Allemagne arrête le nucléaire, fait du charbon. Ouais, je ne suis pas certaine dans cet enjeu-là que c'est vraiment. Il peut y avoir un enjeu de connaissance, mais même quand on a la connaissance, ça heurte nos intérêts individuels de groupe. Il y a une espèce d'ignorance consciente, je dirais. Une pièce en blanc. À l'insu de mon plein gré. C'est ça. C'est un peu ça. Maxime, tu as quelque chose à nous dire? Non? Oui. Mais je pense qu'il y a de l'espoir parce que dans le sondage qu'on a fait,
c'était le thème qui a reçu le plus de votes, si on peut dire. Et puis aux élections européennes, l'écologie, même si dans les élections européennes, l'écologie fait toujours des bons scores, mais là, c'est une vague importante qui font que même les gouvernements des pays qui ne sont pas spécialement écologiques de nature sont en train de dire, voilà, si on ne veut pas quelque chose, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train d'arriver et c'est très bien. Et les jeunes générations, les plus jeunes générations, je pense que se sentent directement concernées parce que c'est vraiment leur avenir. Oui, on commence justement à intégrer dans les écoles une formation verte, si on peut dire, de contact de qu'est-ce que c'est la nature, comment on peut planter des choses, comment on peut produire des choses, faire une économie plus circulaire. C'est ça. Et puis les jeunes interpellent les générations précédentes, interpellent beaucoup les générations précédentes là-dessus. C'est des activités de conscience. En plus, on est le 6 juin demain, donc après la guerre, les gens ont eu des frustrations qu'il fallait consommer. Comme tu disais, on est dans un monde de consommation. Si tu mangeais pas, avant tu mangeais de la viande une fois par semaine. Dans les années 60, si tu n'en mangeais pas tous les jours, c'est que ça allait pas. Et après, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si tu en manges une fois par semaine, ça suffit. Ou si tu n'en manges pas, tu peux vivre. Donc, c'est toutes ces prises de conscience qui sont. Tout à fait. Tu as des choses à dire, non? Non, c'est bon. OK. Mais ça rejoint toute cette dimension de sécurité, je dirais. Effectivement, après la guerre, il y avait un besoin de se sentir en sécurité du point de vue économique, du point de vue de manger à sa faim, etc., avoir une alimentation riche, je dirais. Et puis là, si notre sécurité est mise à mal à cause du fait qu'il y a des espèces qui disparaissent, il y a des aspects de la planète, de la vie de la planète qui disparaissent, effectivement, la dimension de la sécurité, ça peut être un élément clé, cette dimension de sécurité, pour faire le point de bascule. Stéphane, tu as quelque chose à dire? Oui, alors moi, je n'ai pas tout entendu puisque ça a coupé. Je me suis reconnecté. Moi, j'avais mis développer les niveaux de conscience. Et en fait, développer les niveaux de conscience même organisationnels, hein, c'est-à-dire que voilà que si les niveaux de conscience commencent à s'ouvrir, bon, les choses peuvent changer. Et j'ai fait le lien par rapport au thème précédent, par rapport aussi à l'innovation. Hein, parce que l'innovation, c'est aussi voir quels sont les impacts. Donc, c'est lié aussi au niveau de conscience. C'est-à-dire que si on fait une innovation, alors je sais on ne peut pas calculer le coût d'un produit, d'un service, d'une innovation. Mais alors, calculer les conséquences et les impacts, ça serait peut-être intéressant d'arriver à trouver un moyen, que les entreprises prennent conscience de l'impact que produisent les innovations. Voilà, c'est ouvert. OK. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Joël? Oui, je pense qu'il faut travailler collectivement sur la notion d'écosystème, parce qu'on est tous interreliés. Et donc, ce que l'un fait, ça affecte l'autre et ainsi de suite. Donc, voir les conséquences et apprendre à trier ces ordures qui vont servir. Donc, faire des actions locales qui vont contribuer, diminuer les sacs de plastique, etc., etc. Il y a des actions locales qu'on peut faire et qu'on peut inciter les villes à mettre en place. Et donc, il faut faire des actions engagées locales. On a perdu la mémoire, hein, parce qu'en France, on va remettre la consigne, comme vous avez ici. Moi, j'ai connu ça quand j'avais 5 ans. Il y a 55 ans, j'ai connu ça. On a oublié. À l'époque, il y avait moins de plastique, mais on recyclait tout. Maintenant, on va remettre donc on va recycler, on va remettre la consigne. On a perdu la mémoire, en fait. Ça met sens. Je voudrais revenir sur la notion d'écosystème que Joël parlait. On pense toujours à nous, mais la planète, c'est pas que nous, c'est plein d'animaux et
des animaux qui contribuent à notre thème, à notre vie. On est tous interreliés les uns aux autres. La petite fourmi là, qui vient chez toi et puis qui vient manger, bah, nous, on n'a rien fait, on en a des milliards, ça change la donne. C'est pareil pour la souris, le rat, les abeilles. Les abeilles. En fait, tout ça fait qu'on est dans un écosystème qui est en stabilité. Aujourd'hui, on est en train de déstabiliser tout cet écosystème. Et in fine, on s'aperçoit que ces petites êtres, ces animaux, sont forcément hyper importants dans le cadre de notre développement. Il y a des interventions. Oui, vas-y, Loïc. Il y a des interventions vraiment à faire à plusieurs niveaux, autant au niveau individuel, mais aussi toute la dimension au niveau du système économique, de l'industrie. Quand on parle des plastiques, par exemple, on peut recycler par l'économie circulaire, mais toute l'industrie d'utilisation qu'il y a au niveau des plastiques, il y a quelque chose de majeur à faire là en termes d'intervention, parce que là... Oui, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a des lobbies qui sont extrêmement puissants. Ah, c'est certain. Et même si les politiques ont envie de changer, en fait, de ne pas changer. Et c'est une véritable... Oui, c'est ça. Mais là, il y a effectivement de faire des pressions au niveau politique, effectivement. Glyphosate, c'est exactement le cas. En fait, en France, les en fait, ça a été reporté 3 ans après. À cause des C'est les lobbying derrière. Simplement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des interventions. Là, c'est pareil. Pourquoi on utilise le glyphosate? Parce qu'on a réussi à faire un produit chimique qui est 10 fois moins cher que de faire travailler des mecs. Donc, le cultivateur a dit, moi, sinon, il faut que j'en embauche 3 personnes et il faut m'acheter mon produit plus cher. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, la logique économique contre la logique économique. C'est ça le problème. Oui, derrière, en mettant ça permet de faire la surproductivité qu'on ne va pas vendre et qu'on va jeter. D'ailleurs, je crois qu'il y a une disposition en France qui a été prise dans ce sens-là où en fait toutes les surproductions ne peuvent plus être jetées. Donc ça va obliger les entreprises. C'est en train d'arriver là en ce moment. Ouais. C'est pas voté encore. Non, les lobbies n'ont pas encore bossé. Non, mais c'est quand même des exemples d'intervention politique qui peuvent avoir des effets. Oui. Ouais, j'en profite pour peut-être vous parler du Sikkim en Inde. Vous avez entendu parler de cet État en Inde qui est l'équivalent d'un canton suisse avec pratiquement autant d'habitants que sur le canton de Vaud et une surface qui est double, qui ont interdit le non-bio sur leur territoire. Donc on a un État entier où tous les cultivateurs sont... où autre chose que le bio est interdit. Et même sur les marchés, parce qu'ils ont eu quelques années difficiles, et les vendeurs se retrouvaient en compétition avec les produits non bio des pays voisins, eh bien, la nation, l'État, a interdit la vente de non-bio sur le territoire. Donc, du coup, on se retrouve avec un pays où les gens, effectivement, accèdent aux légumes 2 fois plus cher que les autres pays avoisinants. Ils ont passé 2-3 années difficiles, mais aujourd'hui, on a un État entier avec, je ne sais plus combien de centaines on doit avoir... Je ne sais plus quel est le nombre d'habitants, il faudrait que je retrouve l'article, mais on a une nation entière, un peu qui est l'équivalent d'une petite région en France ou d'une petite région au Québec, qui est totalement bio, 100% bio. Donc, ce n'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Il faut une volonté politique. Il y a le Costa Rica qui a déclaré qu'ils allaient renoncer au pétrole, par exemple. Ah oui. Donc, aussi, c'est un autre exemple. C'est intéressant cet exemple. Obliger à repenser les modes de consommation, les modes de production, ça a obligé les gens à développer des technologies et de l'innovation. En fait, on va sortir d'une dépendance pour essayer de rentrer dans les dépendances, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est face à un mur ou un tableau blanc, quand on n'a rien et qu'on voit un peu imaginer. Le problème, c'est que le pétrole est arrivé le siècle dernier, c'était une énergie qui n'était pas chère et qui a permis de faire plein de choses. Donc
Donc aujourd'hui, tu ne peux pas l'acheter comme ça du jour au lendemain, il faut faire une transition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les lobbying pétroliers ont empêché tout le renouvelable de s'installer depuis 20 ans parce que ça n'intéressait personne. En fait. C'est ça. Oui. C'est dommage que Roberto ne soit pas là parce qu'il travaillait chez Total pendant 20 ans. Nous en parler. Non, mais on a un débat. Non, mais c'est intéressant aussi parce que pour les gens qui sont au Canada, vous savez, il y a toutes les provinces de l'Ouest, mais l'Alberta qui est déjà beaucoup avec le gaz de schiste archi-polluant. Et puis, d'un autre côté, on a au Québec, on a développé davantage la dimension de l'électricité. On voit au niveau des intérêts économiques, il pourrait y avoir des intérêts qui se confronteraient justement si on peut avoir d'autres types d'énergie que l'énergie au niveau du pétrole. Oui, d'ailleurs, le gouvernement du Québec est en train de pousser encore plus l'électrification. En présentant ça comme une énergie verte. Mais encore, on parle des CCC, là, c'est très bien parce que ça va nous permettre d'aborder l'industrie automobile et l'électrification des transports. Alors, c'est très bien, mais il y en a d'autres. Mais ce qu'on va faire, c'est que toute la création d'une batterie, en fait, va se faire sur des pays étrangers. Donc, par exemple, je prends le cas de l'Europe, et on va travailler sur le CO2, donc on va diminuer le CO2. Mais pour diminuer ce CO2, on va déplacer les modes de production et de création sur d'autres pays qui vont venir se faire polluer. Il y a un projet sur les batteries électriques, il y a un projet européen qui est en train de naître pour ne pas être dépendant de la Chine, en fait. Mais c'est un problème économique, en fait. La planète, ils ont rien à foutre, c'est de dire je ne veux pas être dépendant d'un pays plus qu'un autre. Comme la Chine aujourd'hui est le principal fournisseur de batteries électriques pour les voitures ou quoi que ce soit. Oui, mais la création, il faut de l'extraction. Oui, les métaux rares, les sont en train de se faire en Amérique du Sud. Prenez le cas du plastique. J'avais vu un bon reportage sur Arte ou je sais plus TV5 Monde sur Coca-Cola en Afrique, qui à un moment donné a pris la décision d'arrêter les bouteilles vertes pour les bouteilles plastiques. Donc maintenant, tu as des tonnes de plastique, sauf que tu as une économie en Afrique qui s'est créée autour de la bouteille de plastique. Et si tu supprimes ça, tu as toute une économie locale qui crève. Alors, je ne dis pas qu'il faut les aider, mais donc il y a l'effet pervers en fait du truc qui fait que, bon, grâce à la pollution, je vis. Et si tu m'enlèves le plastique, je ne vis plus. Donc, je ne veux pas de toi. Il y a beaucoup de gens qui associent effectivement leur prospérité ou juste leur maintien économique à des activités qui sont polluantes. C'est ça. La notion de dépendance est vraiment, là, ce que tu abordes, la notion de dépendance est vraiment très, très importante. Et même nous, aujourd'hui, on a un certain nombre de choses. Par exemple, on a l'habitude aujourd'hui d'aller acheter des appongés personnels. Si on n'a plus des appongés, en fait, on voit qu'on peut être dépendant de cet aliment-là. Et ça peut poser un problème. Donc, il faut qu'on soit désintoxiqué. Je pense que c'est le bon mot, désintoxiqué. On est nous-mêmes intoxiqués. Juste en prendre conscience. C'est le problème de tomber dans une décroissance, mais positive. Aujourd'hui, quand on parle de décroissance, tout le monde pense négatif, qu'on va revenir comme au temps de Néandertal, mais non. Il faut consommer autrement, il faut faire l'énergie, enfin l'économie circulaire, ce genre de choses. C'est ça, c'est qu'on a l'impression d'une perte, d'un manque. On fait un sacrifice du progrès pour protéger la planète. Alors, c'est comme si on n'avait pas de solution qui était inspirante, qui dit « Oh, ouais, on va se sentir mieux, on va se sentir bien », puis qu'on sente les bénéfices immédiats. C'est toujours plus difficile de faire aider les gens à prendre des décisions pour quelque chose qui va arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand le malaise est immédiat. Comment on peut créer des bien-être immédiats? Parce que le modèle économique est basé sur la consommation, comme disait l'autre. C'est ça. Si la tornade d'il y a 2 jours a fait réfléchir beaucoup de personnes. La tornade d'il y a 2 jours a fait réfléchir beaucoup de personnes. Parce qu'il y a une tornade qui est descendue le long de la vallée de l'Outaouais et qui en a bousculé quelques-uns. Là.
Et donc, et là, on commence à réfléchir, là, bon, qu'est-ce qui cause ces changements climatiques et puis et toute une réflexion. Les inondations. Les inondations. Quand tu vois l'augmentation du niveau des mers, il y a une application sur le net où tu vois, nous en France, il y a plein de maisons qui sont dans l'eau. Tu as la Camargue qui disparaît, et puis pas 50 cm d'augmentation. À 10 cm, tu as la surface de la France qui va se réduire. Ouais. Et aujourd'hui, mais ça n'empêche pas les maires de laisser construire en boulevard de l'eau et ainsi de suite. Il y a toujours un problème d'argent. Oui, à deux montagnes, on construit sur des terrains inondables. Et donc là, même en France, on parlait des inondations sur l'île de Montréal. Apparemment, quelques infos nous disaient qu'il y avait des problèmes d'inondation à Montréal. Donc, oui, c'est toujours là. C'est toujours là. Hein. Allez, oui, justement. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un jeune migrant qui parlait de lui et du fait pourquoi il était parti de chez lui d'Afrique vers l'Occident. Et moi, ce que j'en ai retenu de cette vidéo, c'est qu'il disait « Mon cœur n'est pas tranquille ». On parlait tout à l'heure de sécurité, d'habitude, d'économie, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui va faire bouger le monde, c'est que les gens, justement, ils n'ont pas le cœur tranquille, finalement. On parlait d'empathie donc dans la session précédente, mais c'est ça qui va faire bouger le monde. C'est parce qu'à force de voir des gens se noyer dans la mer, à un moment donné, on n'a pas le cœur tranquille. À force de voir des catastrophes climatiques, on n'a pas le cœur tranquille. Et c'est peut-être empathie mondiale. Enfin, moi, j'espère. Moi aussi, j'espère, hein, Virginie. Mais Salvini, en Italie, c'est pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, si tu sauves un migrant qui arrive en Italie, ça coûte 5 000 euros. Mais en France aussi, hein. En France aussi, si tu veux sauver quelqu'un, si tu veux garder quelqu'un illégalement, c'est aussi taxé à mort. Non, hein. C'est fini maintenant, ça a changé. Oui. Ah, en France peut-être, mais c'était comme ça. Mais depuis peu. Ouais. Mais je veux dire, il y a comment dire, quand on parlait des jeunes tout à l'heure. Je pense que les jeunes, finalement, c'est plutôt par là qu'ils vont faire bouger les choses, en fait. Parce que les anciens, eux, ils sont accrochés à leurs privilèges, à leur façon de vivre. Mais les jeunes, en fait, c'est pour ça que j'ai mis dans mes bulles, j'ai parlé d'espoir. Parce qu'il y a un problème de désespoir chez les jeunes. On voit des jeunes qui, simplement pour exister, pour être mis en avant, frôlent la mort en Occident. Simplement pour exister parce qu'ils n'ont pas l'espoir d'un futur, en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'espoir, comme nous, on avait, d'avoir un job pour pas mal d'années. Il n'y a plus d'espoir d'avoir un job. En Afrique, dans les pays en fait en voie de développement, eux, ils regardent l'Occident parce qu'ils disent « il y a peut-être de l'espoir là-bas parce que chez nous, il n'y a pas d'espoir ». Donc, eux, ils bougent. Par contre, les jeunes occidentaux, ils ne bougent pas. Et ils vont se réfugier dans des choses comme la Star Academy ou même dans le système start-up qui est une histoire d'étoiles filantes, finalement. Ils vont tous se réfugier dans les étoiles filantes. Puis, à un moment donné, ils vont y revenir de leurs étoiles filantes. Et je pense que l'empathie mondiale, il me semble que qui est en train de bouger, ça sera plutôt à ce niveau-là. Si ça bouge mondialement, ça sera par là, en fait. Mais c'est ma conviction à moi. C'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Quelqu'un d'autre va intervenir? Je pense qu'effectivement, si ça bouge, ça va passer par une dimension de ressenti. Tous les aspects, les arguments rationnels, les chiffres et tout ça, on en a des tonnes. Si on ne bouge pas, c'est une question de ressenti. Sentir concerné. La vie, ce n'est pas un tableau Excel. Non. Jean-Claude, tu veux intervenir? Il est là, mais il est muet. Oui, j'arrive. Oui. Juste pour compléter, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement un état, un problème d'état de connaissance, là, mais c'est d'accepter de traiter le dossier ou d'accepter de discuter du dossier. Et à tous les fois qu'une personne essaie d'en discuter, on a juste à penser à l'ancien vice-président des États-Unis,
Il était de ceux qui avaient le plus d'informations, qui avaient le plus de moyens. Et même dans son pays, il n'a pas réussi à avoir le point de bascule pour que le pays fasse son bout. Il s'agit qu'il rentre une autre personne qui a un petit peu plus de pouvoir et qu'on revient à la situation actuelle. Ça fait que le point de bascule n'est pas encore là. Il va-tu venir par l'émotion, il va-tu venir par les connaissances, mais il faut justement travailler au point de bascule. Et bon, moi, en tant qu'entité privée, je ça va. Non, c'est pas vrai. C'est bon. C'est OK. On a 2 minutes encore. On a encore 2 minutes. Allez, une dernière intervention. Qui veut intervenir pour conclure ce bel atelier? Stéphane. Stéphane est là, mais il est muet. Il est muet. Allô, Stéphane. Tu es en train de pédaler pour avoir du courant, pour que ton laptop il marche? Oui, oui, il arrive. Ça y est, oui. Non, je disais que je n'étais pas vraiment inspiré. Et je trouve que même si le sujet est d'actualité, et je pense que pour que les gens bougent, je pense que ce n'est pas simplement tout ce qu'on a évoqué, mais doit venir d'ailleurs. Je ne sais pas d'où, mais je pense que ça doit venir d'ailleurs, nécessairement, puisque ça ne bouge pas. Donc, voilà. Oui, je rejoins ce que vient de dire Stéphane. Je pense qu'effectivement, l'effondrement va être une nécessité pour pouvoir faire la transformation nécessaire. Il faut juste arriver à faire en sorte que l'effondrement soit le moins douloureux et le plus heureux possible. Oui. Et donc là, je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution que de développer l'empathie. Et je crains malheureusement que la sagesse humaine globalement soit plutôt en fait vers des refuges de type extrême droite et d'avoir des tendances de réaction vers l'enfermement plutôt que... Alors si l'effondrement est suffisamment violent, normalement les réflexes humains viennent dans l'empathie et dans l'entraide et dans la solidarité. C'est un espoir que j'ai. Ça va venir avec les nouvelles générations, les générations montantes. Si je peux compléter, tout à l'heure j'avais parlé de cette fermeture. Mais je pense que justement, si ça n'a pas bougé, je rejoins un peu, c'est qu'on est dans cette fermeture et que pour aller vers l'empathie, justement, c'est peut-être rentrer en résonance, c'est de faire ce cheminement vers l'autre. Et vers... tout à l'heure, on a parlé de l'autre puisque c'était l'innovation et la créativité, justement, et pourra permettre de sortir de cet état-là, peut-être. En tout cas, j'espère. En tout cas, j'aurais aimé une conclusion plus optimiste. Il y a de l'espoir, mais il y a du travail. Je pense qu'il y a des poches de conscience. Il y a comme des villages que je nommerai pas au Québec là, qui développent une conscience et où je suis allé pour la fête des semences, par exemple, et puis comment apprendre à utiliser, à recycler, recapturer la nature et puis prendre soin de ça. Donc, et ça, c'est pas une question de génération, c'est des poches de conscience. Là. Okay. Et le monde qui a du savoir partage aux jeunes, etc. Puis donc développe et tout le monde y voit comment il se développe, comment ça fait du bien, comment justement il rentre dans une émotion positive. Et, mais donc, le changement, le changement se produira quand justement les gens commenceront à dire mais et là je rejoins ce que disait Virginie, ça va pas, mais de ressentir que les choses vont pas. Je rebondis à ce que disait Pascal, une note d'optimisme, mais si on
on sent que ça ne va pas, autant le dire réellement, et c'est là que le changement se fait. Les processus de changement, c'est comme ça. C'est quand les peurs sont exprimées, c'est quand les choses sont dans un endroit sécurisé où on peut dire les choses. Mais le problème, c'est que l'endroit n'est pas toujours sécurisé pour pouvoir les poser. Et s'il y a des poches comme ça, oui, peut-être que dans ces endroits-là, les choses bougent, se changent. Mais Ben, ici, on a une poche où on peut s'exprimer. eh oui. Ouais. Bon, moi, je parie dans les jeunes. Voilà. Ok. Pascal, le mot de la fin. Bah, écoutez, moi je suis satisfait en tout cas des échanges qu'il y a eu et je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir compléter tout ça et aller un peu plus en profondeur sur le sujet qui est vaste. Hein. On ne pourra pas résoudre et puis aborder tous les sujets, ça c'est certain. En tout cas, là, on a vu un bon overview, là, une bonne synthèse de ce que chacun a pu exprimer et ressentir par rapport à ce défi mondial qu'on doit relever tous ensemble. Donc, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une communauté ici qui a pu collaborer d'une manière positive, avec empathie. Donc, c'est ça le principal. Merci Pascal. Donc, je vous invite à me rejoindre à l'espace de rétrospective de juin 05 et mettre vos commentaires, vos ressentis, vos opinions, vos observations. Comment on peut faire avancer ces thèmes. Donc, on se donne quelques minutes là. Donc, pendant que vous êtes en train de mettre des bulles, on va faire un dernier tour de table pour exprimer qu'est-ce qu'on a vécu dans cette séance. Donc, je vais inviter Louise ici. Oui, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé que même si on est sur deux continents, on est sur la même planète, puis en quelque part, je trouve que il y a une dimension mondiale de préoccupation. On se rejoint dans nos préoccupations, même si on a des points de vue différents. Je sens qu'on se rejoint dans nos préoccupations. C'est une question de perspective, mais une des préoccupations communes. Et ça, je trouve ça vraiment encourageant. Intéressant aussi. Merci Louise. Virginie à Lausanne. Oui, alors toujours riche, hein, comme d'habitude. Alors j'avoue que le deuxième sujet au départ, quand je l'ai vu, j'étais pas tellement inspirée. Puis là, finalement, ben ça s'est mis en place et c'était cool finalement. Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais il est tellement vaste ce sujet, mais par où est-ce qu'on va l'aborder? Puis je crois que chacun d'entre nous a abordé d'une façon complémentaire et ça, c'était chouette. Puis la première partie, enfin. Voilà, je trouve que c'était une belle double séance aujourd'hui. Et malheureusement, la semaine prochaine, normalement, je ne pourrais pas vous rejoindre parce que je serai dans l'avion pour Barcelone. Et, mais par contre, ben, j'aurai plaisir à regarder la vidéo après, je crois. Voilà. Merci Virginie. Pascal Côté, le mot de la fin. Oui, merci beaucoup pour cette séance et cette collaboration et ce regard sur le monde, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il est difficile d'être réaliste et lucide sans le regard des autres.
Donc, du coup, c'est des moments importants d'échange et de partage. On crée de l'intelligence quand on est connectés les uns avec les autres. Et donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire à géographie distante sans souci grâce à ces outils. C'est assez sympa. Pareil, je suis désolé de vous abandonner pour la prochaine fois, les prochaines fois où je ne pourrai pas vous rejoindre, course de calendrier. Mais je vous souhaite une excellente continuation et tout de bon et encore merci à tous. Merci Pascal. Charles Beyer, commentaire de la fin? Oui, moi j'ai beaucoup aimé notre interaction. Moi je pense qu'à travers les discussions, ce que ça démontre, c'est que pour aborder le futur, il faut comprendre le passé. Et puis aussi, il faut essayer de conscientiser le plus de gens possible sur cette dynamique-là. Et donc, je pense qu'on fait un excellent travail à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce que Daniel a des commentaires de son expérience aujourd'hui? J'ai pensé que c'est très intéressant et je pense que je suis plus optimiste parce que je pense que les solutions qui peuvent faire des buts écologiques et économiques en même temps, je pense que ça peut changer la conscience collective sur la situation de la planète. Et, je suis plus optimiste comme ça. Merci beaucoup, Daniel. Maxime, ton mot de la fin, de l'expérience vécue. Je pense que c'est un bon outil pour réunir des écrits et l'organisation aussi. Voilà. Après, sur le sujet, je ne sais pas trop compter. Et les solutions, malheureusement, je pense qu'elles vont régler ça. Ça va comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Claude Agaspé. Oui, Joël, toujours intéressant. Oui, Joël, toujours intéressant. Oui. Ce qui pourrait être intéressant la prochaine rencontre, c'est justement qu'on amène un peu plus des exemples, entre autres au niveau du deuxième sujet. Essayer de ramener des exemples vécus pour voir comment est-ce que ou le micro ou le macro risque d'être porteur de transformation. Ça fait que ça, c'est une préoccupation que j'avais. Bonne idée. Ce que j'avais aussi comme commentaire, c'est le fait que vous soyez plusieurs en salle et que ce n'est pas tout le monde qui ait des écouteurs fait un problème de retour de son. Et là, on devrait justement, à la prochaine rencontre, même en salle, essayer d'avoir des écouteurs. Oui, tout à fait d'accord. Merci, Jean-Claude. Stéphane, Aix-en-Provence, ton mot de la fin? Oui, très très riche, on partage, on collabore et c'est très bien l'intelligence collective. Moi, j'aimerais aller un peu plus loin. Je ne sais pas comment, mais justement, on parlait de changement, de transformation. Qu'est-ce que peut être fait pour transformer? C'est vrai qu'il y a un petit exercice de mindfulness, mais par exemple, sur les sujets, voilà, moi j'ai mis essayer d'expérimenter peut-être. Alors j'ai mis l'empathie, mais pourquoi pas, je ne sais pas. C'est quelque chose que je propose. Voilà. Merci Stéphane. Loïc, en face de moi, ton expérience et ton point de vue final. Simplement, c'était intéressant, les échanges collectifs. Et puis, c'est ça aussi qui fait la beauté, c'est le partage ensemble de bulles. Ensemble de bulles, on a discuté, échangé, d'accord. Puis, notre ça qui permet la et Merci Loïc. Alors notre grande visite ici à côté de moi. Ça m'a fait plaisir de revenir à Montréal. Excellents souvenirs sont revenus. Un peu d'émotion parce que moi j'ai vécu ici pendant 4 ans, donc
C'est ma deuxième ville de cœur. J'invite Loïc et Jean-Claude à nous rejoindre à Paris la semaine prochaine. Merci de l'invitation, Pascal. Je vois ta bienveillance. Merci à tous. Moi, j'ai trouvé que ça coulait bien, qu'il y avait beaucoup d'écoute, que les conversations, il y avait une fluidité. Donc, je trouve ça extraordinaire parce que il y avait beaucoup de personnes pour qui c'était la première fois, mais tout le monde a collaboré à ce que ça soit quelque chose d'extrêmement positif et agréable et co-constructif. Donc, moi, je vous invite cordialement à nous rejoindre mercredi prochain et nous serons online et en présentiel, nous serons à Paris, à My Cowork, donc Pascal et moi. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Bye. Donc, bonne journée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.